bonsoir. Et merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette interview qui nous amène à déconstruire le succès d'Adafo Média. Donc depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, on va déconstruire, on va faire du primordial, on va aller du début pour revenir. Alors la première question, dites-nous comment l'idée de création de l'espace vous est venue? C'est un rêve d'enfance. Et puis, je pense qu'il y a des choses, on est né pour. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est inné, gros point d'interrogation? Je le dirais comme ça parce que j'ai pris carrément le sens contraire de ce qu'on pouvait peut-être prédisposer pour moi. C'est comme ça que je le dis parce que dans notre lignée, c'est plus le commerce, c'est plus, j'ai envie de dire, d'autres choses, mais tout sauf le journalisme. Donc voilà, l'idée c'était évidemment de défendre les gens. Et voilà, donc à travers ça, il fallait le faire à travers la radio. Et vu que c'est ma grand-mère qui m'a élevé, donc je me suis retrouvé à être attiré un petit peu par ce poste, sans savoir pourquoi. Et puis voilà quoi. Donc, et quand on promet à sa grand-mère et qui décède après en 1996, le 9 octobre 1996, ça devient une préoccupation. Pour dire même, on a envie de se surpasser, de faire tout ce qui est à notre possibilité pour le faire. Même si évidemment personne n'y croyait. Voilà. Pour tenir l'engagement. Ouais. La seconde question, est-ce qu'aujourd'hui, tel qu'Adafo se retrouve aujourd'hui, est-ce que vous l'imaginiez au moment où vous créez Espace? Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour, il y aura la télévision, il y aura plusieurs radios, Espace en région, etc. Honnêtement, non. En se lançant dans ce projet-là, pour moi, c'est un jeu. Voilà. Et quand je dis un jeu, parce que c'est ma passion. Donc je ne m'attendais pas du tout au bout de 3 ans que je pouvais avoir une deuxième radio Suite FM et ainsi de suite. Tout ce qui est arrivé après derrière. Et voilà, c'est pour dire en fait que quand on travaille dur, l'argent on l'a forcément à la fin du compte. Je veux dire, c'est... On va me dire, ouais mais les grands-mères, je le disais la dernière fois ici que les grands-mères ou les mamans de travail commencent tôt le matin, mais d'autres, durant toute leur vie, elles sont pauvres. Mais dans ce qu'on fait, forcément, il fallait s'attendre évidemment à ce que ça puisse donner ce que ça donne aujourd'hui. D'accord. Mais pour revenir à vos débuts exactement, parlez-nous des débuts de la création. L'idée est venue, vous avez pris l'engagement ou la décision de créer Espace. Par quoi est-ce que vous avez commencé? Comment vous avez fait pour mobiliser les ressources, mobiliser tout ce qu'il fallait pour pouvoir démarrer? Je peux avoir monté. J'ai un peu mal à la tête en fait. Je réponds directement à la question. Alors, l'idée est venue que moi j'étais en France. Donc, évidemment, je travaillais dans des radios communautaires entre autres. Et j'économisais évidemment parce que j'avais ce projet en tête. Je rappelle que je suis allé vivre définitivement en France et resté en 1997. Avant, je partais évidemment. Maintenant, il restait, ça c'est après le décès de ma grand-mère. Donc, comment il fallait faire pour concrétiser ce rêve-là? Il fallait évidemment s'armer. Surtout quand tu as les parents qui ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Ce n'est pas mon père ni ma mère qui m'ont soutenu à l'époque pour essayer d'avoir les fonds pour démarrer ce projet-là. Et voilà quoi. Donc, après, il fallait se donner les moyens. Moi, je demandais avec, à l'époque, 30 000 euros. 30 000 euros, ça fait 300 millions de francs guinéens aujourd'hui. Et puis voilà quoi, donc on s'est lancé sans savoir exactement où nous partons parce qu'on vient dans un pays où on n'est pas forcément éveillé par rapport à nous, à notre idée de faire de la radio ou de la radio, j'ai envie de dire, mais pas la télévision parce que je n'ai jamais imaginé qu'au bout de 5 ans, je pouvais avoir aussi une télévision, c'est pas possible. Et voilà quoi, donc on est allé et on se retrouve ici aujourd'hui. Ok, ce qui m'intéresse, vous décidez de rentrer sur la Guinée pour créer ce concept de radio. Et vous étiez, à l'époque, vous avez quel âge? Vous aviez quel âge au moment où vous démarriez? Espace, j'avais la vingtaine. La vingtaine? Ouais.
26 ans, 27 ans. Waouh. Ouais. Et bien là, ça me tend la perche sur la prochaine question. Ouais. Vous venez en Guinée. Ouais. Et à cet âge-là, vous voulez créer une radio. Comment ça se passe avec l'autorité? Oh. Vous venez jeune. Ça implique beaucoup de choses. Non, on dit... non, il y a forcément une personne derrière. Voilà. C'est souvent ce qu'on m'a déjà sorti d'ailleurs. Justin Morel Junior, qui nous regarde en ce moment, il ne dira pas le contraire. Donc voilà, il y avait beaucoup d'idées reçues en fait. Parce qu'en Guinée, quand on est jeune, on n'a pas confiance aux jeunes. On n'a pas envie de dire, ouais, ben, on peut être jeune, on peut avoir 18 ans et avoir des idées plein la tête, des rêves à ne pas en finir. Et voilà, ça m'a suivi évidemment. Ce côté-là, à un moment donné, les gens se posaient des questions, mais comment il faut faire? Qui est derrière vous? Voilà, non, personne n'est derrière moi, donc c'est un peu ça. Et comme ça, comment vous faites? En ce moment, personne ne croit en vous. Les autorités, ils vous disent que vous êtes très jeune. On vous dit des fois que vous n'avez pas beaucoup de ressources derrière. Et avec les parents, le papa, la maman qui ne soutiennent pas le projet, alors comment vous faites pour pouvoir résister à tout cela pour vous surpasser et aller vers la création? Je pense que dans ces moments-là, il faut se resetter, en fait. Okay. Se resetter, c'est-à-dire croire qu'une chose, c'est que ça doit marcher. Et quoi qu'il arrive, ça doit marcher. Et voilà, quoi. En faisant cela, je pense que intérieurement, il y a une force qu'on acquiert dont on ne sait pas d'où ça vient, en fait. Et voilà, quoi. Donc, en ce moment-là, avec le temps, au bout de 5 ans, 6 ans, quand tu crées une entreprise, il ne faut pas s'attendre tout de suite à ce que ça marche. Il faut déjà avoir des années de galère, comme on dit. Et voilà, donc moi, quand j'ai démarré Espace, je me souviens, vous venez dans un pays où l'électricité, c'est pas vraiment ça. Tu as un petit groupe que je mettais là-bas dans l'autre chambre pour essayer de faire fonctionner la radio. On n'avait pas de soft. Je parle de tout ce qui peut faire bouger une radio aujourd'hui. Donc c'était mon ordinateur portable qui servait un petit peu de la diffusion. Parce que je montais moi-même la playlist à l'époque. Donc voilà quoi. D'accord. Eh bien, alors, je veux qu'on s'intéresse plus à la conception des programmes. Alors, vous venez pour mettre en place une radio. Ça implique beaucoup de choses, surtout la programmation. Est-ce qu'à la base, vous étiez spécialiste là-dedans? Parce qu'après, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est au moment où vous venez, est-ce qu'il y a forcément des spécialistes à la matière? Non, en venant avec le concept Espace FM, j'étais non seulement le fondateur, le patron, le journaliste, l'animateur, le technicien en même temps, parce que je les ai tous formés ici, à la technique. Qu'est-ce que je voulais exactement? Parce que personne ne me le disait. Personne ne savait pas, personne ne savait ce que je voulais exactement. Donc, il fallait ressortir un petit peu ce côté-là. Au début, Espace, c'était une radio musicale, on a envie de dire. Quand je dis musicale, c'est-à-dire notre cible, c'était vraiment les jeunes. Au bout de 3 mois, on a vu que vraiment tout le monde s'est intéressé. C'est-à-dire toutes les cibles, j'ai envie de dire. Les papis, les mamies, tout le monde. À la fin, au bout de 3 mois, même pas 3 mois, on était obligé de mettre un journal à l'antenne à 18h. Ce qui n'était pas prévu au début. Et voilà quoi, donc avec le temps, la vieille école ici, entre guillemets, se disait mais on ne comprend pas, c'est une boîte à musique, c'est pas vraiment le modèle de radio donc nous on connaît, parce que quand on fait de la radio, il y a des règles que les gens se sont préétablies. Je parle de la radio de la révolution, où on n'a pas peut-être le droit de faire la libre antenne, rigoler à l'antenne. En fait, être free, comme on est dans la vie de tous les jours. Et nous, on est arrivé à faire ça et tout de suite, la mayonnaise a pris. Mais en ce moment-là, comment vous savez? Parce qu'après, aujourd'hui, vous avez jusqu'à 5 millions d'auditeurs que vous drainez tous les matins. Ouais. Alors, comment vous savez, en lançant un programme du genre comme ça, que oui, c'est le programme qu'il faut, surtout comme vous le disiez tout à l'heure, avec la mentalité qui n'était pas trop évoluée par rapport à ces concepts radio? Quoique je vis avec cette population, avec ce peuple. Donc je sais qu'il y a des choses qui se disent, mais dont personne n'en parle. Quand on parle de sexualité, je sais que ça, on en parle entre nous. C'est très tabou. Mais voilà, parler de ça à l'antenne, il fallait oser. Et c'est ce que nous avons fait. Je prends un programme qui existe depuis 14 ans maintenant, la libre antenne, qu'on a appelé My Libre Antenne au début, après qu'on a mis On Slash. Une manière d'ouvrir encore d'autres horizons, parce qu'aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, beaucoup de choses se passent là. Et donc on a dit, pourquoi ne pas transporter en fait l'actualité des réseaux sociaux sur les ondes?
à travers On se lâche. D'où le nom a changé à la fin du compte. Donc, et avec un programme comme Les Grandes Gueules, par exemple, on est habitué un petit peu à un truc dans notre pays. Ça, c'est pas seulement la Guinée, mais c'est plus toute l'Afrique. Quand on est chef, on ne doit pas rendre compte. Et nous, on s'est dit, non, il fallait démystifier en fait ce compte-là. Cette idée-là, à se dire, quand on est chef, on doit rendre des comptes, surtout nos gouvernants. Et les gouvernés doivent demander des comptes aux gouvernants. Donc, c'est peut-être la petite mayonnaise qui a fait que ça a pris tout de suite. Ah ouais. Et bien aujourd'hui, le business model d'une radio, c'est autour de la publicité, autour du sponsoring, etc. Alors au moment où vous venez, vous commencez un tel concept, est-ce que tout de suite, les sponsors vous ont fait confiance? La publicité, comment vous faisiez à cette époque-là? Je pense que c'est l'abnégation à la fin du compte. Moi, j'ai décié une société de téléphonie ici en Guinée. Quand je venais d'arriver, ils m'ont dit, mais personne ne communiquera sur ta radio. Parce que la cible, Keta, eh ben, elle n'a pas de pouvoir d'achat. Je dis, cette cible, elle incite les parents à mettre de l'argent. Et au bout du compte, quand on a lancé les programmes, au bout de 3 semaines, je ne suis pas allé vers cette société. C'est elle qui est venue me voir. Elle me dit finalement, chapeau, vous avez eu raison, on a envie de commander des pubs chez vous. À l'époque, je me souviens, c'était 400 millions, un truc comme ça. Pour un contrat d'une année. Pour démarrer déjà, je veux dire, c'est pas mal. Avec moins de 20 salariés. Et à ce moment, vous venez voir une boîte qui est pour sponsoriser ou accompagner une émission. Et il se trouve que vous êtes à vos débuts, il n'y a pas assez d'argent. Vous venez vers la boîte tout de suite, elle vous dit non. À ce moment-là, comment vous prenez cette information? Avec le recul, vous revenez, comment ça se passe? Je n'ai jamais démarché une boîte ici en Guinée. Mais on est venu avec 5 radios. Donc, et moi, comme je le dis tout de suite, la passion dominait. Donc, je n'ai pas le temps pour aller sur le terrain, pour aller démarcher les entreprises. La première à communiquer chez nous ici, je pense que c'est une ONG qui a compris tout de suite ce que c'est Espace. Parce que cette ONG, évidemment, vise les jeunes. C'est l'UNFPA qui, à l'époque, commandait des spots ici sur les préservatifs et tout ce qu'il y a autour. Donc, après, le reste, ça s'est fait tout seul. C'est venu naturellement. Donc, il y a des gens qui déposaient leur CV, les commerciaux, les journalistes, les animateurs. Et puis, c'est comme ça, on est parti. Alors, à partir de quel moment vous savez que c'est le moment, il faut créer la télé? Alors là, je n'ai jamais pensé, en fait, ça ne m'a jamais traversé dans la tête de créer une télévision. Mais alors là, pas du tout. Je suis du genre à ne pas me prendre au sérieux. Et quand je sais que j'ai droit à quelque chose, ce n'est pas en m'intimidant que je peux peut-être céder. Pour dire tout de suite, allez, je ne vais pas le faire. Donc, alors l'idée de la télé, évidemment, nous les GG, tout de suite, au bout d'une année, le succès était au rendez-vous. Il y a une chaîne de télévision, Gangan TV, qui s'est intéressée au programme. Qui se dit, on va venir à Espace, filmer l'émission et diffuser chez nous. Je me suis dit, pourquoi pas, si ça peut faire l'audimat chez vous. Donc, on a cédé. Donc, au bout, à la fin, il y a des gens même qui demandaient ici des pubs vidéo. Et nous, nous sommes une radio. Donc, au-delà, après, il y a un jeune qui est venu, qui s'appelle Kamine Kondé, qui est toujours là. Il avait 22 ans, 23 ans à l'époque. Et j'avais commencé à acheter des caméras et on a commencé à faire la télé, les pubs. Et au bout du temps, ça a commencé à me traverser la tête à dire, et si on faisait de la télévision aussi? Et c'est que le gouvernement ne voulait pas du tout entendre. Et moi, comme je le dis, je fais des choses, mais je ne me prends jamais au sérieux. Donc c'était devenu, non, mais vous n'avez pas le droit d'avoir une télé. Vu que c'est Espace, vu qu'on dérange, on se dit, non, vous n'avez pas le droit d'avoir une télé. Et c'est là vraiment, ils ont rêvé l'animal à moi en fait. Voilà, sans le vouloir. Et puis, on est parti comme ça pour 5 ans de combat avec le pouvoir, avec le gouvernement, mais à dormir debout. Ça partait dans tous les sens. Tous les ministres qui se sont, à un moment donné, disent, non, mais ma cible, c'est tuer Espace, mais ce sont ces ministres-là qui sont tués à la fin du compte. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est vraiment avec beaucoup de modestie. Voilà. En soi,
C'est que c'est les réalités qui se sont imposées à vous. C'est ça. Et le moment est arrivé, il fallait le faire. Pas qu'il fallait le faire, c'est pas le terme. Mais du fait que Le besoin est là, les gens ont besoin, voilà, les gens voulaient avoir, en fait, ce que ça pouvait faire à la télévision. Et on se dit pourquoi pas. Ok. Et maintenant, comment vous savez par exemple que oui, c'est le moment, il faut démarrer Espace Région? Est-ce que c'est comme ça a commencé aussi? Non. Surtout sur le choix. C'est bokeh, on commence bokeh ou non, ça commence labé. Comment vous faites? Alors, je l'ai dit, hein, mais donc c'est même pas une confidence. Moi, la région foutanienne, c'est ma région de cœur. Je ne sais pas comment expliquer cela. Ah ouais. Donc, au bout de 3 ans, quand j'ai lancé Suite et que la radio commençait à faire profit, je me suis dit qu'il fallait partir à l'intérieur du pays. Parce que ce n'est pas seulement Conakry, la Guinée. Pour moi, les gens de l'intérieur du pays ont besoin d'être informés. Parce qu'une population qui n'est pas informée, c'est une population qui est malade. Donc je me suis dit tout de suite Labé. Et c'est comme ça, c'est parti. Labé, on a fait Bokeh, on est allé à Kankan, Zérekoré, Kindia, on est à Mamou aujourd'hui. Et on s'ouvre un petit peu à l'international aussi. D'accord. Alors être à la tête d'une boîte comme Adafo, ça implique un niveau de management énorme. Et surtout, vous venez avec un concept que les autres à la base ne connaissent pas. Il faut que vous les préparez à cela, il faut que vous les éduquez pour que la mentalité accepte et qu'ils puissent vous lire et vous comprendre dans votre façon de voir le monde des médias. Alors, comment vous faites en ce moment pour recruter les gens pour la boîte? Comment vous les formez? Comment vous les coachez? Vous les amenez à se surpasser, à leur donner envie de se surpasser aussi, à vouloir faire comme vous? Après, tout dépend de ce qu'on veut à la fin du compte. Moi, je sais exactement le format que je voulais. Okay. Il est arrivé ici que les gens débarquent pour dire ils vont contrôler. Parce que peut-être les voix qu'on entendait à l'antenne, c'est forcément, je veux dire, des Occidentaux. Donc pour eux, on n'était pas du tout guinéens à la fin. Donc, je pense qu'un chef doit donner le ton. Moi, je ne suis pas ce chef qui s'assoit dans un bureau pour donner de l'ordre aux autres. Donc si je peux être sur le terrain, je le fais. Ça y va, ce n'est pas parce que je suis le meilleur ni quoi que ce soit, mais c'est la dynamique après qu'on impose. Ça fait que les autres ne peuvent pas vous suivre. Et à chaque fois qu'il y a des sondages, l'écart est juste énormissime. Et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui aujourd'hui qu'on a donné le ton et que les autres nous suivent. Et pour moi, il fallait en fait, c'est l'adrénaline là en fait, qu'on se dise, ok, espace, les autres attendent d'abord que nous on dise, on part en vacances telle date, et puis ils choisissent aussi la même date, et à la même rentrée. Donc c'est la Guinée qui gagne à la fin du compte. Et voilà, en soi, je suis très fier aujourd'hui. Voilà, à voir tout ce qui se passe. Ça a impulsé une nouvelle dynamique dans le monde des médias karma. Même pas qu'en Guinée, ça inspire même la sous-région, ce qui fait aujourd'hui que vous avez des reconnaissances au niveau continental. Et ça, franchement, bravo. Et maintenant, comment vous faites? Il est arrivé quand même que vous ayez toujours de très bons talents chez vous, que vous ayez quand même de très bons gars. Comment vous faites pour savoir à la base, lui c'est le bon gars qu'il me faut, lui il a quelque chose. Comment vous faites pour décrocher les A-players? C'est le flair. C'est le flair, la mise en confiance. Et pour moi, on est tous égaux. Donc après, c'est la motivation, la personne avec qui tu es en face, qui peut te donner des bonnes vibrations, la positivité. Donc. Et voilà, il y a d'autres. Avant Espace, j'étais dans d'autres médias. Oui. Mais c'est en venant ici que ça a explosé dans tous les sens. Ouais. Parce qu'ils se sont surpassés, parce que en venant ici, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? Ils ont tout. Donc, si la motivation est à 50, ça monte à 110. Et voilà, peut-être c'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas responsable? Est-ce que vous n'êtes pas pour quelque chose là-dedans? Peut-être. Parce qu'en fait, ils sont ailleurs, peut-être, ça ne donne pas ça. Oui. Mais chez vous, peut-être. Ça donne autre chose. Peut-être. C'est quoi ce qui fait la différence? C'est le fait d'être actif, d'être de leur monde, de parler leur langage. Et si j'étais juste un patron de médias qui venait juste peut-être une fois dans la semaine à la radio ou à la télé, je pense que la dynamique que nous avons aujourd'hui, ça ne pourrait jamais se faire. Et c'est en même temps une crainte. Parce que vous vous dites tous les jours comment ça va se passer. Dans 2 ans, dans 3 ans, si vous n'êtes plus à l'antenne.
Si vous n'êtes plus là, si je ne viens plus à Dafo, peut-être que je viendrai ici une fois dans le mois, j'en sais rien du tout, mais ça fait peur. Et dans la même lancée, quel est aujourd'hui le plus gros challenge que vous avez avec vos collaborateurs? Le plus gros challenge que vous avez avec vos collaborateurs, les gars avec lesquels vous travaillez au sein du groupe Adafo. Est-ce que vous avez des difficultés particulières avec eux? Souvent, ils ont... C'est l'adaptation, c'est la rigueur. Je pense que beaucoup ont compris que je ne râle pas parce que j'ai envie de râler, mais c'est parce que les gens attendent beaucoup de nous et que dans ce sens, on n'a pas droit à l'erreur. Et voilà quoi, si on se dit on va aller sur une norme internationale et qu'il faut respecter, nous sommes la première télé quand même en Guinée à être sur satellite. Et de ce fait, ça demandait beaucoup de choses. Je me suis retrouvé avec un bébé, si je prends une télé par exemple, donc je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Donc, il fallait essayer de partir un peu avec les amis qui s'y connaissent, les anciens de MCM Africa à l'époque, qui m'ont vraiment aidé pour l'habillage de la télé. Et j'ai des amis qui font la radio, mais en France, qui savent un peu comment ça fonctionne aussi à la télévision. Je pense que ça nous a beaucoup aidé. Maintenant, le reste, je pense que beaucoup savent aujourd'hui comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, est-ce que vous ressentez souvent cette peur de ne pas pouvoir faire tourner la boîte comme ça se doit? La peur, par exemple, de ne pas pouvoir payer les employés, que la boîte coule et que demain on ne puisse pas. Est-ce que cette peur, vous la ressentez? Non, sincèrement, parce que quand tout est organisé, je pense que il faut s'armer dans tous les sens. Quand je dis s'armer, c'est je sais quelles sont les prévisions, quelle est la masse salariale, qu'est-ce qu'on consomme par semaine et tout ce qui est autour. Si nous avons les garanties de ce côté-là, qu'on peut évidemment advenir, pas en comptant sur un seul sponsor, sur 2, sur 3, le reste, même si je meurs demain, tant que l'entreprise tourne et que le programme attire, je pense que la boîte peut être épargnée un petit peu de ces mauvaises surprises. Alors aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec des émissions comme les Grandes Gueules, que vous avez chez vous ici, et cette liberté d'expression surtout, est-ce que vous, et même les autres médias, ont souvent des problèmes avec les pouvoirs publics? Est-ce que vous également, vous avez véritablement rencontré des vrais problèmes avec ce pouvoir public? Si oui, quoi par exemple? Non, mais cette année, par exemple, quand je n'ai pas trop compris que le président de la République donne des instructions à ses ministres et aux membres du parti RPG Arc-en-Ciel que personne ne doit intervenir sur espace, j'étais sidéré parce que je ne comprends pas. À ce point, quand même, quoi. Je n'ai pas compris pourquoi cet état de fait, mais je comprends évidemment qu'à un moment donné, espace dérange à tous les niveaux. Donc il fallait s'y attendre, que le président puisse donner ces instructions-là, mais aller jusqu'à ce que le porte-parole du gouvernement qui dément qu'il n'y a pas eu d'acte officiel, mais on sait officieusement ce qui se passe. Donc voilà, c'est entre autres les difficultés, mais moi je vois tout ça en fait à dire, on fait encore bien notre boulot. Parce qu'il y a des moments où les gens nous mettent dans le clan du pouvoir, si on peut, entre guillemets, clan, où on se dit on est avec l'opposition. Et c'est des moments très complexes où il faut faire très attention, mais heureusement je travaille avec des professionnels. Je parle de différentes rédactions radio et TV qui équilibrent les infos et puis qui savent un petit peu ce qu'ils veulent. Récemment, avec d'autres entreprises, vous avez connu certains départs et peut-être même certaines régies qui ne venaient pas avec le gouvernement de l'État. Alors, en ce moment-là, quand ça arrive, comment vous prenez ça? J'étais déjà préparé. Je m'attendais peut-être à la 8e année d'espace. Mais voilà. Après, quand tu sais que c'est des choses qui se préparent et que tu es au fin... En fait, pour moi, c'est un jeu. Ça me faisait rire, en fait, à la fin du compte. Voilà. Heureusement que je ne suis pas un boulanger. Je suis journaliste, animateur, technicien, je le rappelais tantôt. Donc, après, quand c'est des choses qui arrivent,
tu en rigoles, d'autres le font bien parce qu'ils t'informent bien avant, d'autres le font un petit peu comme des petits voleurs, ça te fait rire. Et souvent, mais c'est ça aussi la beauté dans notre métier, parce que quand on voit que ça brille, on ne sait pas trop, en fait, comment vous êtes arrivé à faire. Et souvent, on s'arrête en fait sur le réel, enfin, sur ce qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on voit. Or, on ne sait pas en fait comment on est arrivé là. Comment on est arrivé là, comment le programme se fabrique et tout ce qu'il y a autour. Donc beaucoup se sont plantés comme ça. Ils pensaient peut-être que c'était cette personne qui faisait qu'est-ce passe était à ce niveau-là, au top. Et on se dit, si on le chope, eh ben c'est bon, c'est fini. Eh ben, les résultats sont là aujourd'hui. Ah ouais. Ils nous suivent toujours. Ah ouais. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, Ouais. après que voilà, c'est arrivé à un moment, c'est clair pour tout le monde. Vous l'avez géré au-delà même de toutes les attentes. Maintenant, avec le recul, que tout ça soit passé, quelle est votre lecture? Qu'est-ce que vous pouvez dire après tout cela? Dans la vie d'une entreprise, c'est les moments qui arrivent. Et ça te permet aussi de te remettre en question et de repartir. En fait, c'est une seconde vie qui démarre là. Okay. C'est comme l'adolescence. C'est jusqu'à 14 ans. À 15 ans, on commence à devenir adulte. 40 ans, on est encore plus mature. Et voilà quoi. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est comme la vie des êtres humains. Ouais. On se marie, on a des enfants, on meurt. Donc c'est un peu ça. Alors cette question, le plus souvent chez nous, c'est une question très taboue. Les gens souvent n'aiment pas qu'on parle de chiffres. Alors la question, c'est plus lié aujourd'hui à est-ce qu'on peut connaître la moyenne du chiffre d'affaires du groupe? Du groupe, je peux dire pour Espace FM seulement. Okay. Je sais qu'en 2017, il y avait un chiffre d'affaires d'1,5 million € en chiffre d'affaires, évidemment. Donc voilà, après il y a les différentes entités, donc Suite FM, Calac, Radio qui vient de naître aussi, qui a 3 ans maintenant. Et on a aussi Calac TV, Espace Région. Dans l'ensemble, dire le chiffre d'affaires de tout le groupe aujourd'hui annuel, je pense qu'on est dans les 4-5 millions d'euros. Ok. Alors, si aujourd'hui, à combien on peut valoriser le groupe? Si aujourd'hui on devait... Ça c'est une question. Je me demande, est-ce qu'il faut même la poser? Si aujourd'hui on devait carrément racheter tout le groupe aujourd'hui, ça se valorise à combien? Je sais pas, il y a les actifs d'abord qu'il faut voir. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est qu'elle représente. C'est qu'elle, Je parle de la marque. Ouais, effectivement. Et voilà, après le reste, ça se fait en négociant, évidemment. Maintenant, moi, je ne vais pas dire tout de suite, aujourd'hui, il faut tant, il y a des droits d'entrée, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en matière. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça peut s'être valorisé à 50, 60 millions d'euros? Non, d'euros non. Je ne peux pas le dire parce que c'est pour ça que je dis toujours que là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. En ce qui concerne valoriser un petit peu ce que la marque représente aujourd'hui, en 2021. Donc voilà, tout dépend après de la manière dont les choses peuvent se faire. Aujourd'hui, c'est quoi vos peurs avec le groupe? Avec le groupe, les craintes plutôt. Les craintes, non? Ouais. Parce que si c'est les peurs tous les jours, on a envie de raccrocher. Ah ouais. Les craintes, c'est quitter la tête du groupe et que il ne puisse pas être comme avant. Ça, c'est une crainte. Parce que les gens ont vu naître le groupe là avec moi. Mais ça, c'est une mère de famille qui parle, qui a toujours des questions à se poser. C'est comme une mère de famille avec son bébé, son Voilà, enfant qui est c'est toujours ça. enfant. Voilà. D'accord. Eh bien, si aujourd'hui, vous deviez tout reprendre à zéro, quelles sont les 2 ou 3 choses que vous ferez? Que je ferai? Oui. Ben, c'est les premières heures. Galérer pour avoir la licence, l'agrément. Je pense que le courage est né là en fait. Parce que tout ce qu'on a sur un plateau d'or tout de suite, on ne peut pas sentir la valeur. On ne peut pas se dire, ouais, mais ça vaut ça en fait. D'accord. Et vous travaillez beaucoup, énormément. D'ailleurs, vous êtes reconnu comme un travailleur très acharné. Tous les collaborateurs, c'est ce qu'ils se racontent.
Quand tu parles, il dit c'est le turbo. Et aujourd'hui, comment vous faites pour concilier vie perso et vie pro? C'est une question d'organisation. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais la matinale à la radio. Ce n'est pas seulement l'expérience guinéenne. Donc quand c'est comme ça, évidemment quand on est plus jeune, on peut le faire encore. Mais quand on a 44 ans, ça devient très complexe. Quand je parle d'organisation, jamais les gens m'ont vu ici, par exemple, exposer mes enfants. Ou tout ce qui peut être... Mais vraiment, parce que mes enfants n'ont pas demandé à ce que je sois leur père. Si demain un se dit, ben, ça m'intéresse de continuer dans le monde de la radio ou de la télévision, ben, bienvenue. Mais je ne vais jamais imposer à ça. Mais comment j'arrive à le faire? Je sais que entre 13h, 15h, ben, je dors. Parce que je reprends encore l'antenne le soir pour continuer jusqu'à 23h. Quand je rentre, 23h, minuit, j'essaie de faire un peu le film de la journée dans ma tête et qu'est-ce qui peut faire demain l'actualité. Et comme aussi on crée l'actualité. C'est-à-dire, moi je vois un autre gars qui se débattait sur un plateau de télé et je voyais vraiment qu'il n'y a pas d'ampleur en fait par rapport à ce qu'il disait. Il a suffi seulement que je dis demain je te reçois dans les grandes gueules, que ça puisse exploser, quoi. Donc voilà, entre autres, c'est pour ça qu'on dit donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. Parce que c'est notre vocation. Je veux dire, c'est notre ligne aujourd'hui. Adafo, c'est ça, c'est les vrais gens. Alors, que voulez-vous que les gens retiennent de vous? Vous n'êtes un jour, vous ne serez plus là. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que le nom Lamine inspire dans la tête des gens? Je sais que je suis incompris souvent, mais je veux juste que les gens retiennent que je n'ai pas couru vers le succès. Ça m'est tombé dessus. Et que je n'ai jamais un plan B. Parce qu'un plan B, c'est pour les lâches. Ah. Oui, je n'ai jamais un plan B parce qu'un plan B, c'est pour les lâches. En fait, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de dire que je suis tout naturel. Quand je dis tout naturel, je dis ce que je pense. Après, c'est fini. Et je passe à autre chose. Donc si on doit retenir quelque chose de moi demain, c'est que j'aime ce pays, j'ai aimé ce pays-là, la Guinée. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais peut-être en France, à encore continuer à travailler aux Antilles pour d'autres médias. Et je pense que j'ai apporté mon savoir-faire aux Guinéens et à dire aux Guinéens que vous n'êtes pas des moins que rien. Vous avez des droits, vous avez des devoirs. C'est ce que j'essaie de faire à travers Espace. Et voilà quoi, donc c'est un peu ça. C'est quoi la source de votre sourire? Vous êtes tout le temps souriant, au point qu'on se demande à quoi ressemblerait Lamine sans son sourire. À l'antenne, tout le temps on voit ce sourire-là, au point qu'on se demande quelle est la source de cette énergie-là. Je pense que c'est ma grand-mère. Je pense que c'est ma grand-mère parce que les gens sont malheureux. J'ai pas envie d'apporter quand j'ai des problèmes personnels, d'apporter ça au boulot. Ça n'a pas de sens. Il y a des fois où je travaille jusqu'à 4h du matin quand je sais que vraiment ça ne peut pas tenir. Je ne vais pas venir à l'antenne énervé pour faire fuir les gens. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour moi, quand on se respecte, on respecte les autres. Jamais un employé m'a vu ici crier sur un journaliste, sur un technicien. C'est mes petits frères. J'ai voulu en fait ce concept-là et je pense que ça marche parce que souvent on a du mal à s'adapter dans d'autres endroits parce que on se dit ici on est en famille. On mange ensemble ici depuis la création de la boîte et ça fait peut-être la différence. Alors aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à Espace ou Adafo sur une représentation continentale, genre des filiales de Adafo dans d'autres pays africains? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça aujourd'hui? Oui, on est déjà au Sénégal. Ah. Ouais, on est déjà au Sénégal. Là, je suis allé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines pour pouvoir négocier avec les autorités sénégalaises pour la fréquence FM. Ils nous ont dit que c'est saturé pour l'instant. Mais la télévision, elle est vraiment présente aujourd'hui du côté du Sénégal. Nous, on verra peut-être l'année prochaine avoir même un bureau
là-bas du côté du Sénégal pour quand même faire des décrochages comme l'espace région. Et voilà quoi. Donc pour moi, il faudrait qu'à un moment on dise Espace, elle est guinéenne. Mais elle est aujourd'hui en Sierra Leone, elle est aujourd'hui au Burkina, enfin bref. C'est ça mon ambition. Ce n'est plus la Guinée. Pendant que ça me fait sourire, parfois pendant qu'on cherche à vous casser sur la Guinée et que la concurrence est hard sur vous sur la Guinée, vous êtes carrément sur une dimension continentale. Je ne dirais pas sans concurrence, je dirais plutôt les apprenants. Ah. Mais non, mais parce que pour moi la concurrence en fait c'est de faire autre chose que moi je fais. Ouais. Mais si tu dois faire exactement ce que je fais, pour moi c'est pas vraiment de la concurrence. Voilà, c'est ce qui est dommage en fait. Et je n'en veux pas parce que si on a tout appris à Espace, ça devient compliqué. Ah ouais. Et aujourd'hui, par rapport quand vous habillez, les habillages sont top. Et les messages, souvent vous avez des messages. Alors, quand vous dites Espace, la radio-école, j'ai suivi récemment une promo qui faisait promo Corbeau Espace. Les messages qui étaient dedans, c'était des messages trop forts. Alors, qu'est-ce qui écrit ça? Est-ce que c'est vous-même qui les concevez, vous les écrivez? Genre, en soi, parce qu'après, c'est tellement puissant et souvent les choses qui sont partagées là-dedans, ça correspond tellement que des fois, quand le téléspectateur lui-même il regarde, qu'il suit un truc comme ça qui passe à la radio, il se dit ouais, mais ça me parle, ça me booste, ça me donne envie même en fait. Oui, effectivement, moi j'écris pour les radios, les jingles depuis 2006. Okay. Il y a une radio ici, FM Liberté. C'est moi qui ai habillé cette radio-là. Il y a des radios au Burkina Faso dont j'ai habillé, donc c'est mon métier. C'est comme les promos aussi pour les programmes et tout ça. Hier, il y a Mafoulia qui m'envoie un message parce qu'elle a fait une émission avec Sedouba Bangoura. Okay. Et le message, il n'y avait pas de vie dedans. Donc il fallait mettre une vie pour que les auditeurs qui écoutent le message se disent « Ah, tiens, ça m'intéresse, il faut que je regarde ce programme-là. » Et voilà quoi, donc c'est tout moi ça. Donc c'est peut-être le côté là que les gens ne savent pas de moi. Ah ouais, surtout ça. Même les jingles chantés. Ah. Je ne suis pas un chanteur, mais quand vous prenez Kalak Radio, tous les jingles Kalak chantés, c'est moi qui les ai écrites. Et puis voilà, quoi, j'ai envoyé en France. Et c'est des blanches qui chantent comme si c'était des femmes guinéennes. Mais voilà, ça quoi, donc. implique, comme ça, quand vous écrivez, comment ils font? Parce que des fois, c'est du soussou. Oui. Maintenant, eux, ils font comment? Ils ne comprennent pas soussou. Et dans la prononciation, il faut qu'ils s'en sortent. J'imagine un peu... En écriture, on appelle ça aller avec le rouleau. Genre, quand je dis à un Français de dire un mot en soussou, ou souvent c'est le KHI qui vient, je ne sais pas, un truc comme ça en soussou qui me vient, mais il faut que je trouve en fait. Donc, on dit riz, mais c'est qui qu'ils écrivent. Je ne sais pas quel mot je peux employer un soussou qui peut considérer à ça. Mais quand vous envoyez par exemple les écritures pour chanter, au lieu de mettre KHI, parce que souvent c'est comme ça, quand vous dites par exemple Asoro, en soussou, pour l'écrire, vous dites Asoko, avec le KHO. Et pour que les Français puissent dire ça Asoro, genre vraiment dans le vrai sens, il faut mettre le R plus le O avec l'accent. Voilà. Ça fait toute la particularité. Alors aujourd'hui, vous faites partie de ces personnes qui sont de cette diaspora, qui à un moment donné étaient sur la France, qui, avec tout le potentiel et avec toutes les difficultés sur la Guinée, vous avez décidé de rentrer. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez à l'endroit de cette diaspora? Même là-bas, on me pose ces questions. J'étais en Angleterre récemment où les Guinéens se disaient « Ouais, mais on ne sait pas trop, c'est difficile, est-ce qu'on va s'en sortir ?» Enfin bon, j'ai dit « Mais tant que vous continuerez à vous poser ces questions-là, vous n'allez jamais rentrer en Guinée. » Moi, quand je suis venu ici, je n'ai pas eu tout de suite.
ce respect des Guinéens, ça s'est construit. C'est parce qu'ils savent que je travaille dur. Et il faut faire face à la réalité. Si vous fuyez à ça, eh ben, vous n'allez jamais, jamais, jamais vous en sortir. C'est un peu ça. Donc ils n'ont qu'à affronter, ils n'ont qu'à venir. À partir de là, C'est ça. ils sauront s'en sortir. Ouais. Et aujourd'hui, votre message pour la jeunesse? C'est de croire en elle. Quand on est jeune, souvent, on se pose pas mal de questions. On se cherche. On ne sait pas trop où on va. Quel que soit ce qui vous chante dans la tête, je pense qu'il faut y aller. Moi, j'ai un parcours, je vais dire, atypique. Mes parents, je n'ai aucun membre de ma famille qui est dans la presse. Je veux dire, à la télé ou à la radio. C'est quand même paradoxal. Où moi, je me retrouve aujourd'hui avec à la tête du plus grand média du pays. Ça fait réfléchir. Donc, c'est pour dire que quand on croit, on peut. Il ne faut pas seulement que ça soit dans la bouche. Parce que la volonté, en fait, explose les difficultés. C'est comme ça, je pense. Et c'est qu'à fait que, par exemple, cet été-là, je n'ai jamais pensé aux difficultés. Moi, je dirais opportunités. Parce que pour moi, c'était des opportunités pour d'autres gars que je ne connais pas forcément dans la boîte, de s'exprimer, de s'imposer. Et on a fini la saison 13 en bonne et avec la forme, justement. Avec des scores incroyables. Et voilà, quoi. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, quelle est la question que vous avez toujours voulu qu'on vous pose, mais qu'on ne vous a jamais posée, à laquelle vous voudriez vraiment apporter la réponse? Ah bon? Est-ce que je sais cuisiner? Ah. Est-ce que vous savez cuisiner? Oui, des pâtes, oui. Ah, des pâtes. Ben oui, ben là, ça c'est l'étudiant qui parle là. Ben, alors, pour terminer, ce fut un très très grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission, dans les coulisses du succès. Et aujourd'hui, un dernier message, si vous avez, à passer soit à vos collaborateurs qui sont au sein de la boîte, à ces personnes qui chaque matin vous suivent, qui vous aiment tant, qui vous adorent énormément. Alors quel est le message que vous avez pour toutes ces personnes-là? C'est de croire en eux-mêmes et de continuer à nous suivre évidemment parce que je pense qu'on leur doit ça aujourd'hui. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre confiance que nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Quand on pense à vous, on se dit on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas baisser les bras. Et vous nous aidez en fait sans le savoir à surmonter les obstacles. Parce que se réveiller pendant des années, tous les matins à 3h, 4h du matin, venir vous servir, je pense que si on ne vous aime pas, on ne pouvait pas le faire, évidemment. Ceux qui travaillent dans l'homme à Adafo Média, qui n'ont pas forcément le nom Guirassi ou le nom Camara ou le nom Silla ou j'en sais rien du tout. Bref, je parle de ces animateurs ou de ces journalistes qui sont exposés à l'antenne, c'est de les remercier parce que si nous on est à ce niveau aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là. Comme quoi, ben, on ne peut jamais se faire soi-même, c'est pas possible. Moi je ne suis pas un gars de la télé, je ne sais même pas monter des images. Je suis un chef d'orchestre qui donne des idées et souvent ça passe. Et comme aussi, j'écoute aussi les collaborateurs. C'est-à-dire que je suis fier de vous et de continuer évidemment à rendre cette Guinée fière de nous. Voilà, et pas le contraire. Que notre pays soit fier de nous. 30 000 euros d'investissement à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec son groupe, distingué par Influence Magazine comme l'une des 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest, puis honoré par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance à Abidjan en Côte d'Ivoire comme meilleur patron de presse privée de l'Afrique de l'Ouest francophone, comment Lamine Guirassy, patron du plus grand groupe de médias en Guinée, est-il arrivé à ce succès-là? 5 clés et une clé bonus. La première clé qui justifie ce succès-là, c'est que Lamine se trouve à un point qu'on appelle le point de l'excellence. C'est-à-dire qu'il est arrivé au croisement de sa passion, de la mission, de la vocation et de la profession. La passion dans ce sens
qu'il a pu identifier ce qu'il aime faire et il a pu développer les compétences qu'il faut pour pouvoir aller vers cette passion-là. Mais au-delà de ça, il a pu identifier sa mission qui était le simple fait de pouvoir rendre justice aux gens. Le fait de pouvoir donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas, comme lui-même aime à le dire, donner la parole aux vrais gens. Il a pu identifier sa vocation qui s'explique par le fait qu'il a pu monétiser le fait de donner de la parole aux gens, donner la parole à ceux-là qu'on n'entend pas à travers la création de son groupe de médias qui l'amène donc vers cette vocation. Il a pu donc, pour ce dans quoi il est bon, pouvoir être payé pour cela, d'où sa profession. Ce qui fait que le croisement de sa passion, de sa mission, de sa vocation et de sa profession l'ont mené vers ce qu'on appelle le point de l'excellence. La seconde clé qui explique ce succès-là, c'est qu'il se retrouve à un point qu'on appelle le flow, c'est-à-dire à la hauteur de ses compétences, à la hauteur des challenges auxquels il est confronté. Ça s'explique par le fait tout simplement que quand les compétences dont nous regorgeons sont supérieures par rapport aux défis ou aux challenges auxquels on est confronté, on se retrouve dans l'ennui, on s'ennuie en fait, on stagne. Par contre, quand on se retrouve dans une position où les challenges à leur tour sont supérieurs par rapport aux compétences dont nous regorgeons, à ce moment-là, on est stressé. L'idéal, c'est d'être à la hauteur de ces compétences, à la hauteur des challenges auxquels on est confronté. La troisième clé s'explique par le fait qu'il est un travailleur acharné. Il lui arrive de se retrouver dans une position où il passe 18 heures à 20 heures de travail par jour. Et cela n'est possible qu'à une et une seule condition, quand on est passionné par le travail qu'on fait. La quatrième clé qui puisse expliquer ce succès-là, c'est qu'il est émotionnellement détaché du résultat. L'idée en soi, ce n'est pas travailler pour tout de suite être intéressé par le résultat qu'on obtient, mais plutôt être focalisé sur le processus et oublier le résultat qui vient. La cinquième clé, c'est de pouvoir montrer par l'exemple, d'être un leader précurseur. Pour preuve, il est le premier à venir au travail et par moment le dernier à quitter le boulot. Si le patron de ton entreprise est le premier à venir du genre à 4 heures du matin et partir à 23 heures, ça donne de l'énergie aux autres de pouvoir le suivre. La clé bonus, c'est qu'il a réussi à développer une certaine croyance en lui qui fait qu'absolument personne pour lui ne doit être indispensable pour un projet, un objectif ou une vision qu'il a envie de réaliser. Alors, si vous voulez tout simplement modéliser ce monsieur-là, vous avez ces différentes clés et cette clé bonus qui vous permet encore une fois de pouvoir modéliser le succès de ce monsieur-là. Alors, comme pour vous dire, c'est possible, c'est même inévitable, mais c'est à chacun de nous d'en faire une réalité. Merci à vous.